Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre nouveau numéro de Face aux chrétiens, comme vous le savez en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors, faut-il vous présenter? Vous êtes, j'allais dire Madame 18%, score que vous avez réussi à la présidentielle, score jamais atteint par votre père dans une présidentielle. Mais 18%, ça n'a pas été renouvelé aux législatives, donc vous n'avez que 2 députés au Parlement. Vous nous direz à quoi ils servent, ces 2 députés. Vous êtes la présidente, depuis bientôt 2 ans, du Front National, aussi député européen, et puis conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, où vous étiez... Non, je ne suis plus, je suis conseiller régional. Conseillère régionale. Voilà. Et vous allez être interrogé pour ce Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de La Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame bonjour. Et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Bonjour. Mais j'avais une question à vous poser, puisque le gouvernement devait normalement déposer aujourd'hui, présenter sa loi sur le mariage homosexuel. C'est reporté d'1 semaine, mais je voudrais qu'on en parle avec vous, parce que vous étiez contre le Pacs, vous êtes devenu pour le Pacs parce que, vous dites-vous, la société évolue. Mais avec ce genre d'argument, vous êtes aujourd'hui contre le mariage homosexuel, mais avec cette évolution de la société, est-ce que dans 10 ans, vous ne serez pas pour le mariage homosexuel ? Non, d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que j'étais contre le Pacs et qu'on est devenu pour. Ça n'a pas de sens. Nous étions contre le Pacs, c'est vrai, vous avez raison. Il se trouve que ce que nous avions dénoncé à l'époque s'est révélé exact, à savoir que le Pacs a été réclamé par une ultra-minorité et qu'on s'est aperçu d'ailleurs que ce Pacs ne concernait en réalité que 5% des homosexuels et que donc les associations soi-disant représentent... Exactement 5%, oui, 5% des Pacs sont des Pacs homosexuels. Bon, ça voulait dire quoi ? Bah, écoutez, tant mieux, d'ailleurs la démonstration a été faite, ça devrait servir de leçon pour le reste, à savoir que ces associations soi-disant représentatives, en réalité, ne représentent personne. Et que par un lobbying insensé, elle multiplie les revendications qui ne correspondent non seulement pas à l'intérêt général, mais qui ne correspondent même pas à l'intérêt d'une part représentative de la population. Donc nous avions dit que nous ne remettrions pas en cause le Pacs, parce que vous avez raison, ça fait 10 ans que le Pacs existe, mais le mariage homosexuel est, je le crois, d'une toute autre nature, car le Pacs était un acte purement civil. Le mariage homosexuel a vocation à s'insérer au même titre que le mariage acte fondateur de la société française, parce que acte de structuration et de protection de la famille. Et puis, au-delà du mariage homosexuel, moi je tiens à dénoncer tout de même ce que je considère comme un mensonge dans le débat actuel. Si tant est d'ailleurs qu'il y ait un débat, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de débat. Bon. C'est que le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels ne sont pas 2 problématiques séparées. C'est une seule et même problématique. Et ceux qui veulent nous faire croire que l'adoption du mariage homosexuel n'entraîne pas l'adoption par les homosexuels mentent. A priori, même, c'est prévu dans la loi. Non, ce sera prévu dans la loi qu'il y ait possibilité d'adoption. De toute façon, pour une raison très simple, monsieur, c'est que le Code civil prévoit l'adoption par les couples mariés. À partir du moment où les couples mariés peuvent être homosexuels, il est évident que la loi ne va pas faire une différence et que tout couple marié, selon la loi, aura droit à l'ouverture de la possibilité de l'adoption. C'est donc, encore une fois, une loi qui va entraîner et le mariage et l'adoption. Ce ne sont pas 2 problématiques qui peuvent être divisées. Voilà. Question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, avait publié il y a peu de temps une déclaration assez remarquée sur le sujet comme étant une déclaration de référence. Est-ce que vous l'avez lue? Est-ce que vous la partagez dans ses grandes lignes ou même dans ses détails? Je l'ai lu. Il est évident que moi je suis une responsable politique, par conséquent je ne peux pas avoir systématiquement une approche, la même approche que quelqu'un qui est un religieux.
Je remarque, et c'est intéressant, que ce qu'on ne dit pas, parce que bien souvent on attaque la religion, il faut bien le dire, catholique, et le pape, sur lequel il est assez bon de taper. On se fait bien voir, en général, quand on tape sur le pape dans les médias. Bon. Et on oublie, sur tous ces sujets de société, que bien souvent, l'ensemble des religions sont d'accord. L'ensemble des religions sont contre l'avortement. L'ensemble des religions sont contre le mariage homosexuel. L'ensemble des religions sont contre l'adoption par les couples homosexuels. L'ensemble des religions sont contre l'euthanasie. Et c'est vrai de la religion musulmane, et c'est vrai de la religion juive, mais cela, on n'en parle pas parce qu'encore une fois, il est beaucoup plus facile, et semble-t-il, est devenu une habitude dans la société française que de canarder la religion catholique. Donc, en cela, je trouve ce texte intéressant parce qu'il rappelle que la position d'autres religions que la religion catholique sur ces sujets, position qui est, somme toute, mal connue des Français. Laurent de Boissieu de la Croix. Concrètement, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester dans la rue contre le mariage et l'adoption homosexuelle? Et est-ce que l'abrogation de cette loi, si elle est votée, figurera dans le programme du Front National pour les prochaines échéances électorales? Oui, alors sur les manifestations, vous savez que le Front National a été un des seuls mouvements qui a tenté de maintenir un exercice de manifestation de manière régulière, même si il faut admettre que c'est quand même moins dans la culture, entre guillemets, de droite que dans la culture de gauche, parce que la gauche a un certain nombre de réseaux qui ont une grande habitude de l'organisation de ces manifestations, en général d'ailleurs avec l'argent public, il faut bien le dire, parce que ce sont les syndicats qui sont bien souvent à l'origine de ces manifestations, et les syndicats, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, sont financés très grassement par de l'argent public, très grassement et de manière d'ailleurs très opaque. Bon, sachons-le. Oui, je reviendrai, si je suis au pouvoir et si cette loi est votée, je reviendrai sur celle-ci parce que je pense encore une fois que ces lois sont des lois susceptibles de faire basculer notre civilisation, hein, les fondements même de notre civilisation. La question de Laurent, c'était aussi, est-ce que vous vous associerez à une éventuelle manifestation organisée par l'UMP, comme celle que Jean-François Copé a envisagée? Pourquoi pas, mais si vous voulez, moi je ne suis pas sectaire. Quand j'ai quelque chose à dire, ça ne me dérange pas d'aller manifester aux côtés de gens avec lesquels, sur d'autres sujets, je ne partage pas le même avis. Mais là où, je ne vous cache pas, je suis un peu dubitative en ce qui concerne l'UMP, c'est que l'UMP a compté dans ses rangs des gens très importants, hein, qui ont été ministres, et qui ont exprimé à de multiples reprises le fait qu'ils étaient eux-mêmes pour le mariage homosexuel. Donc je pense qu'ils sont assez gênés sur ce sujet, mais voilà, si manifestation il y a, eh bien nous réfléchirons à la position que nous devons adopter. Il y en a deux, le 17 et le 18 novembre par exemple. Vous allez regarder de près ? Oui, mais ces manifestations sont organisées, je crois, par Civitas. Le 18, mais pas le 17. Voilà. Donc nous allons regarder cela. De toute façon, en règle générale, nous avons toujours autorisé nos adhérents à aller manifester à titre personnel. C'était le cas d'ailleurs à de multiples reprises pour les manifestations pro-vie, hein, qui sont la Marche pour la vie, qui est organisée régulièrement. Bien régulièrement, des responsables du Front National participent à cette marche. Nous n'avons jamais empêché nos adhérents et nos responsables d'aller se mêler à ce type de manifestation. Écoutez, on verra ça. Je ne vous cache pas que je pense, hélas, que la manifestation n'entraînera pas le retrait du projet de loi. Hein. Vous semblez moins, je ne sais pas si c'est une appréciation inexacte, mais vous semblez moins percuté sur ces sujets-là que peut-être la génération antérieure et que vous avez un sentiment peut-être plus libertaire sur ces questions-là. Non, pas particulièrement. Vous estimez qu'elles peuvent vous aliéner un certain électorat ? Non, mais pas du tout. Si c'était le cas, je serais ambigu. Permettez-moi quand même, admettez tout de même que dans la réponse que je vous ai formulée, il n'y a aucune ambiguïté. D'accord. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma position. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que ces sujets sont utilisés par la classe politique.
Voilà. Que le gouvernement, étant d'accord sur tous les grands choix qui ont été faits depuis 30 ans par la France avec l'UMP, eh bien, se sert de ces sujets de société, d'abord pour faire croire qu'ils sont capables de changer quelque chose. Quand on ne peut rien changer à la Commission européenne, rien changer au diktat de Bruxelles, rien changer au libre-échange, rien changer à l'absence de protectionnisme, à l'absence de patriotisme économique, donc au chômage, à la situation sociale, eh bien, il faut bien montrer à ces électeurs qu'on peut éventuellement changer quelque chose. Alors, ça n'est pas un hasard si tous ces sujets arrivent en vrac, d'ailleurs. Le mariage homosexuel, l'adoption, la dépénalisation du cannabis. Ces sujets, je le crois, sont des sujets de diversion pour le gouvernement. Il s'agit de faire oublier aux Français ce qu'ils sont en train de vivre du fait de leurs gouvernants. Alors je les ramène à leur juste mesure, même si évidemment les raisons, si vous voulez, du vote de ces lois sont ce qu'elles sont, mais les conséquences seront bien entendu extrêmement néfastes. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Ceux qui défendent le mariage homosexuel parlent d'égalité. Alors là, en dehors de tout ce que vous venez de dire, en dehors des religions, en dehors de l'éthique, l'égalité des citoyens, ça ne vous parle pas ? Sur ce sujet-là, ça ne me parle absolument pas, parce que ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, la formulation qui est utilisée régulièrement, le mariage pour tous, et l'adoption pour tous, ça me paraît complètement insensé. Je veux dire, étant entendu que je remarque qu'en matière d'adoption, jamais on ne s'interroge sur l'intérêt de l'enfant. C'est le droit à l'enfant. Donc, comme si l'enfant était une sorte de chose, un écran plasma ou un MP3, le dernier iPhone, auquel tout le monde devrait pouvoir avoir droit, ou comme Internet. Or, il est évident que l'absolue obligation qui est la nôtre, c'est de se mettre évidemment du côté de l'intérêt de l'enfant, qui n'est jamais évoqué dans ce type de débat. Or, moi, je tiens que l'intérêt d'un enfant, et particulièrement, il faut bien le dire, l'intérêt d'un orphelin, c'est-à-dire de quelqu'un qui va bénéficier d'une adoption et qui est déjà très brutalement frappé par la souffrance d'avoir perdu père et mère, c'est de se retrouver dans une structure avec des référents qui sont ceux de notre société et de notre civilisation et qui correspondent à une réalité biologique, à savoir un papa et une maman. Et je ne dérogerai pas de cela. Alors oui, je peux dire que je trouve plus grave l'adoption par des couples homosexuels, si tant est qu'il faille faire une liste, prioriser en quelque sorte les dangers, une hiérarchie, plus grave l'adoption par les couples homosexuels que le mariage homosexuel. Laurent de Boissieu de la Croix. Vous avez cité tout à l'heure au passage les marches pour la vie. Le Front National a changé sur cette question-là, que le Front National ne propose plus l'abrogation des lois sur l'IVG. Vous-même, votre position entre non-remboursement de l'ensemble des IVG, je mets de côté bien sûr les IVG qui sont pratiquées pour des raisons médicales, mais des ensembles des IVG, non-remboursement des IVG pour les personnes qui l'utiliseraient à répétition un peu comme moyen contraceptif, quelle est votre position ? Alors, le Front National, vous dites le Front National a changé, ça ne date pas d'hier quand même. Non, c'était même avant, c'était dès la dernière campagne de votre père. Ah, mais bien avant ça, puisque je vous rappelle qu'en 1986, lorsque le Front National est entré à l'Assemblée nationale avec 35 députés, la proposition de loi qui a été déposée par le Front National était une proposition de loi pour supprimer le remboursement de l'avortement, et non pas pour revenir sur la loi sur l'avortement. Moi, j'ai exprimé une position très claire pendant la campagne présidentielle. J'ai dit que je considérais effectivement qu'il fallait supprimer le remboursement de ce que certains ont appelé les avortements de confort, ce qui a fait hurler un certain nombre, et qui sont ces avortements répétitifs, qui sont utilisés en quelque sorte par un certain nombre de femmes comme un moyen de contraception. Mais ma réflexion sur ce sujet ne s'arrête pas là. Dans le cadre du projet qui est le mien, j'ai expliqué qu'il m'apparaissait que l'avortement était au fur et à mesure du temps, en contradiction d'ailleurs, on peut lui reconnaître ça, avec le sentiment qui était celui de Simone Veil lorsqu'elle a défendu cette loi, et c'était en quelque sorte banalisé.
qu'aujourd'hui, on expliquait aux femmes ou aux jeunes filles dans cette situation que, somme toute, il s'agissait d'une opération relativement banale qui serait oubliée dès le lendemain. Et qu'il m'apparaissait qu'il fallait rappeler à celles qui font ce choix, l'importance, la gravité de ce choix, les conséquences qui peuvent être sur le plan psychologique ce choix, rappeler les conséquences physiques aussi qui peuvent en être la conséquence, offrir surtout d'autres possibilités et notamment le développement de l'adoption prénatale qui faisait partie de mon projet présidentiel. Je remarque juste, permettez-moi, parce que je sais qu'un certain nombre de gens qui se disent de droite restent pro-européens, que madame, je crois que c'est madame Viviane Reding, qui est commissaire européen, a condamné un des pays de l'Union européenne parce que ce pays avait utilisé des fonds européens pour faire la promotion de l'adoption. Madame Reding a considéré que le simple fait de faire la promotion de l'adoption était en quelque sorte une forme de lutte contre l'avortement, ce qui lui apparaissait dans son esprit comme un scandale. Bon, eh bien, on en arrive à des aberrations. J'ai vécu ça pendant la campagne présidentielle, où le simple fait de parler d'adoption prénatale semblait être considéré comme un acte d'hostilité insupportable dans l'esprit de certaines féministes. Bon, ça me paraît ahurissant, mais c'est ainsi. Marine Le Pen, il y a toujours eu entre le Front National, entre vous et une majorité de chrétiens, l'Église de France d'ailleurs, au moins une divergence de fond concernant l'accueil de l'étranger. Pour les chrétiens, c'est l'évangile de Matthieu, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Vous sentez un peu exploiter cette peur qu'ont les Français, surtout en période de crise, cette peur de l'étranger. Alors je voudrais vous présenter un chiffre qui va apparaître. Là, c'est le chiffre de la semaine. 334 milliards d'euros chaque année sont transférés par les migrants dans les pays qu'on a accueillis chez nous, ce qui est 4 fois plus que l'aide internationale. Comment vous réagissez devant un chiffre comme ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de rééquilibrer entre les pays riches et les pays pauvres? Non, monsieur, ce n'est pas une bonne manière, c'est la pire des manières. D'abord, je tiens à vous dire tout de même que, je ne développe pas et je ne surfe pas sur la peur de l'étranger. Je n'ai d'ailleurs jamais mis en cause les immigrés en tant que personne. Je crois d'ailleurs que le Front National ne l'a jamais fait dans toute son histoire, qui à de multiples reprises a rappelé que nous luttions contre l'immigration, mais que nous tenions comme exclusivement responsables des problématiques liées à l'immigration, non pas les immigrés eux-mêmes, mais les dirigeants politiques qui ont soutenu et développé cette politique d'immigration. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler que, en toutes circonstances, les papes, et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI, ont rappelé que les États ont le droit de fixer, de réguler l'immigration en fonction, évidemment, de l'intérêt de leur propre population. Et que s'il fallait accueillir lorsque l'État est dans les conditions que l'État détermine des étrangers, ces étrangers, le chemin d'intégration, comme le disait Benoît XVI, comprend des droits et des devoirs. Et notamment le devoir de se fondre pour le migrant dans les lois et les valeurs du pays qui l'accueille. Et c'est bien cela qui aujourd'hui pose un vrai souci. Quant à votre chiffre, il est catastrophique. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Nous avons 8 millions de pauvres en France. Nous avons un Français sur 3 qui ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Nous voyons se développer et se multiplier les retraités pauvres, qui eux-mêmes sont obligés, ce qui est tout de même paradoxal, d'émigrer dans des pays tels que les pays du Maghreb, pour pouvoir, avec la toute petite retraite qu'ils ont, continuer à avoir une vie à peu près correcte. Alors moi, j'ai toujours dit, et nous avons toujours dit, que nous étions pour le co-développement, que nous considérions qu'il était beaucoup plus intelligent, justement, d'aider les pays d'immigration à se développer économiquement, à éduquer, si vous voulez, une élite
qui puisse permettre au développement de ces pays, plutôt que d'accueillir une immigration qui, bien souvent, il faut bien le dire, en tout cas une partie d'entre elles, vit sur les aides sociales que la communauté nationale verse, pour renvoyer l'argent dans leur pays d'origine. Et permettez-moi, je vous rappelle encore le message de Benoît XVI, qui, je crois que c'était la 99e journée du migrant, qui disait que le premier des droits, c'est le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre correctement dans son pays d'origine. Alors vous voyez bien que les chiffres qui sont donnés là vont exactement à l'inverse de la politique qui a été menée, politique dite de l'immigration choisie, qui consiste à aller chercher dans ces pays les élites, de les amener ici pour les payer à moitié prix et de priver donc les pays de tout développement économique possible. Si ce n'est qu'avec la priorité ou la préférence nationale, même un migrant, un étranger qui est accueilli en France et qui respecte les lois de la République, vous ne donnez pas les mêmes droits que les Français. Ah, c'est vrai ? Non, je lui donne les mêmes. Disons que je fais une hiérarchie. Je considère qu'il y a une priorité d'accès à l'emploi et au logement social pour ceux qui ont la nationalité française. Mais alors moi, j'aimerais que vous me sortiez un texte de l'Église qui interdise cette priorité nationale ou qui la condamne. Moi, je n'en ai pas vu en tout cas. Ça n'a pas été porté à ma connaissance. Voilà. Merci, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant. Nous reprenons notre Face aux chrétiens avec la Croix, Laurent de Boissieu, avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, avec Véronique de la Maisonneuve de RCF. Et c'est Laurent de Boissieu qui vous pose, Marine Le Pen, la première question de cette deuxième partie. En janvier, ça fera 2 ans que vous présidez le Front National. Le Front National n'a pas 2 députés, contrairement à ce qu'on dit généralement, mais un seul, Marion Maréchal-Le Pen, parce que Gilbert Collard a été élu au sein du rassemblement que vous avez créé pour les législatives, il n'est pas membre du FN. Est-ce que le fait que personne comme Gilbert Collard ne veuille pas adhérer au FN, ce n'est pas le signe d'un échec pour vous en tant que présidente du FN ? Non mais écoutez, d'abord ça n'est pas vrai. Il a dit à plusieurs reprises que si je lui avais demandé de le faire, il l'aurait fait. Le fait est que... Je pense que cette division que vous faites n'a pas de sens, pour une raison simple, c'est que le Rassemblement Bleu Marine a été la plateforme législative. Bon. Dans ce Rassemblement Bleu Marine, l'objectif était justement de pouvoir présenter, évidemment, l'immense majorité qui étaient des candidats du Front National, mais de pouvoir ouvrir à des candidatures qui soient des candidatures de rassemblement pour créer demain la force politique qui nous permette d'arriver au pouvoir. Bon. Il faut continuer cela. Ça n'était pas un coup politique, le Rassemblement Bleu Marine. C'est une philosophie. Je veux dire, la philosophie, c'est d'ouvrir les portes d'un plus vaste rassemblement, y compris à des gens qui ne voudraient pas appartenir à tel ou tel parti politique, mais qui veulent participer au combat politique et notamment aux combats électoraux de demain. Nous aurons l'occasion de retrouver le Rassemblement Bleu Marine pendant les municipales qui, dans un certain nombre de villes, servira également à pouvoir construire cette force alternative pour pouvoir développer l'implantation locale dont je considère qu'elle est absolument fondamentale. Vous ne demandez pas pourquoi ces gens-là n'adhèrent pas directement au FN ? Mais parce que, encore une fois, nous sommes dans une démarche d'accession au pouvoir. Donc j'ai une double responsabilité. J'ai la responsabilité de développer le mouvement politique dont je suis la présidente, mais j'ai aussi la responsabilité d'attirer et de rassembler autour de moi 50% des Français plus 1. Parce que je ne suis pas dans une candidature de témoignage permanente. Moi, je suis là pour arriver au pouvoir, pour appliquer mes idées, vous voyez, parce que je pense que si nous ne le faisons pas, notre pays ira de mal en pis, que peut-être même sa survie est en cause. Et dans ces conditions-là, je crois que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il faut créer ce grand rassemblement. Demain, des gens viendront participer à ce rassemblement. Peut-être même d'autres partis politiques, d'ailleurs. Vous voyez bien que si on ne pouvait pas faire ce rassemblement-là, qui puisse, aligner le Front National, aujourd'hui le Ciel, et peut-être demain d'autres mouvements politiques ou d'autres personnalités qui voudront s'adjoindre à nous, eh bien, nous n'arriverons pas au pouvoir. Vous attendez des partis politiques qui vous rejoignent ? Mais je l'espère.
j'œuvre pour cela, je me bats pour cela, bien sûr, je me bats pour ce rassemblement des patriotes, dont je considère qu'il y en a d'ailleurs à droite et à gauche, et dont certains sont en train de prendre conscience, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, que et l'UMP et le PS sont engagés résolument dans la voie de l'abandon de la souveraineté française, et donc de l'abandon de l'identité française, et soumis à un système économique, qui est un système économique profondément destructeur, tant d'ailleurs de l'économie elle-même, que d'un système social auquel nous sommes attachés, mais aussi de l'homme. Parce que c'est ça aussi un système économique. Qui en prend conscience aujourd'hui, là ? Ah bah, je pense à un certain nombre de gens qui ont voté pour François Hollande, et notamment des socialistes, des électeurs. Moi, je les croise dans la rue, je les rencontre. Hier, j'étais au marché d'Hénin-Beaumont, de Oigny. J'ai vu ces électeurs qui ont voté pour François Hollande. Mais qui pourrait vous rejoindre, là ? Mais en tant que personne politique, j'entends. Mais encore une fois, tous ceux qui le veulent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de nom particulier. Alors d'abord, il y aura peut-être une partie des électeurs ou des adhérents de l'UMP qui prendront conscience dans les mois qui viennent que ni M. Copé ni M. Fillon ne sont prêts à s'opposer à l'abandon de la souveraineté française. C'est pareil, Copé-Fillon, pour vous, oui, je pense quel que soit l'un ou l'autre qui soit président de l'UMP. la même chose. Qui prendront conscience que l'UMP et le PS, en tout cas leurs dirigeants, sont engagés, encore une fois, dans un processus qui est le processus du fédéralisme européen, qui est soumis à une idéologie que je considère comme totalitaire, qui est l'idéologie du mondialisme. Or, cette idéologie est profondément contraire à l'intérêt de l'humain, à la valeur de l'humain, à la notion que nous avons de l'être humain. Moi, je ne comprends pas, je ne conçois pas, et je vous dis clairement d'ailleurs, je ne conçois pas que des gens qui sont attachés aux préceptes, par exemple, de la religion catholique puissent se satisfaire d'un système économique dont le but essentiel est de faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Je ne conçois pas qu'ils soutiennent un système économique libre-échangiste ultra-libéral qui consiste à aller chercher des esclaves de plus en plus loin, de plus en plus esclaves, qui sont traités aujourd'hui moins que des animaux. Tout ça pour permettre à un certain nombre de faire des profits, et alors même que notre pays en subit les conséquences. J'ai du mal à concevoir ça parce que moi, encore une fois, ma vision d'un système économique n'est pas uniquement les intérêts qui en sont la conséquence, mais quelle est la place de l'homme dans un système économique. Est-ce que vous concevez que des personnes peuvent être d'accord peut-être avec votre volet économique, mais ne pas être d'accord avec le droit du sol, avec la performance nationale ? Oui, je peux concevoir qu'un certain nombre soit... Ces gens-là n'ont pas de raison de vous rejoindre s'ils ne sont pas d'accord sur une grande partie du programme. Non mais attendez, moi je peux comprendre d'ailleurs qu'on soit en désaccord, c'est le sens du débat. Bon, maintenant, encore une fois, si j'ai fait des propositions, si nous défendons ces positions en matière d'immigration, c'est parce que l'on voit bien tout de même que la politique d'immigration qui est menée est folle. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui sincèrement dire qu'il n'y a aucun problème avec la politique d'immigration qui est menée, que ce soit d'ailleurs dans ses conséquences, que dans ses principes. Le fait de faire venir des personnes sur le territoire français pour contribuer à peser à la baisse sur les salaires, le fait d'importer des chômeurs et de réclamer, si vous voulez, que l'ensemble de la communauté nationale puisse les prendre en charge, on voit bien tout de même que cette politique d'immigration, eh bien, elle est de plus en plus contestée parce qu'elle est de plus en plus contestable. Alors moi, je n'ai pas trouvé dans la classe politique de gens qui apportaient la moindre solution à ce problème d'immigration. Moi, j'en apporte un certain nombre et je pense qu'effectivement, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire le concept qui consiste à dire la nationalité s'hérite ou se mérite, et que l'acquisition automatique de la nationalité est en réalité un attrait, une pompe aspirante de l'immigration, voilà, me paraît assez logique. Véronique de la Maisonneuve de RCF vous pose une question. Je voudrais revenir sur le Rassemblement et sur l'UMP. Vous avez dû l'entendre, Najat Belkacem, la porte-parole du gouvernement, a dit que dans le débat actuel entre Copé et Fillon, c'était Marine Le Pen la grande gagnante. Est-ce que, encore une fois, vous avez l'impression que l'UMP marche sur vos pas de bande ?
Écoutez, le problème, c'est que Jean-François Copé essaye de mener la même stratégie qu'a mené Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, sur les conseils de M. Buisson, a fait l'analyse suivante. Une grande partie des électeurs de l'UMP sont beaucoup plus proches des positions du Front National qu'ils ne peuvent l'être des positions, par exemple, du centre ou du Parti socialiste. Par conséquent, il a fait une campagne qui consistait à tenir sur toute une série de sujets les mêmes propos que ceux du Front National. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et pendant les 10 ans où ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas appliqué une seule des mesures dont ils parlent beaucoup aujourd'hui. Donc M. Copé a pris cet axe. Mais quelle est sa sincérité ? Je veux dire, c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et c'est pas sur ce plateau qu'on va quand même se priver d'analyser la sincérité des hommes et des femmes qui sont engagés dans des combats politiques. Au-delà de la sincérité, il y a par ailleurs une cohérence. On ne peut pas, comme Jean-François Copé, avoir traité le Front National par l'insulte, par le mépris, par le rejet, lui et ses millions d'électeurs, et aujourd'hui faire mine de venir sur son terrain, sur le terrain de ses idées, pour tenter de gagner juste une élection interne. Moi, ce que je dis, c'est que les dirigeants de l'UMP et la base de l'UMP sont séparés par un fossé qui est de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, après le débat auquel j'ai assisté entre M. Fillon et M. Copé, je ne vois pas de différence. Et j'appelle tous les adhérents de l'UMP qui sont proches de nous à rendre leur carte de l'UMP, à ne pas participer à ce simagrée d'élections et à rejoindre le seul mouvement politique qui, lui, est en même temps cohérent et courageux. Il y a une différence, notamment au niveau européen ou au niveau de sortir ou non de l'euro, quand même, entre l'UMP et vous. Ah non, mais il y a une énorme différence entre les dirigeants de l'UMP et nous. Hein. Ça, mais même la base. Je veux dire, même sur l'immigration, même sur l'insécurité. Non, mais à la base, par exemple, la sortie de l'euro ou ce que vous dites sur l'Europe. Oui, madame, mais d'abord, je crois que la conscience des Français change sur ce sujet. Bon. La sortie de l'euro a été présentée comme une catastrophe économique cataclysmique majeure. C'était le cas d'ailleurs pour le vote le rejet de la Constitution européenne. On nous avait aussi expliqué que ça allait être cataclysmique. Les Français ont dit non. On leur a même pas d'ailleurs laissé le temps de voir si c'était le cataclysme. On leur a imposé quand même. Moi, je crois qu'on y viendra au retour aux monnaies nationales pour une raison simple, c'est que l'euro n'est pas viable. Bon. Mais je l'ai dit 100 fois, il faut peut-être maintenant laisser juste le temps faire son œuvre, c'est-à-dire montrer les limites de la politique de l'euro, dont les Français admettent au moins aujourd'hui de manière majoritaire qu'elle a été catastrophique. Sur l'emploi, sur la compétitivité, sur le pouvoir d'achat. Ils sont même, je crois, 63% à dire que s'il fallait revoter pour l'euro, eh bien, c'est 63% à voter contre. Ça veut donc dire que l'euro est un échec. Vous sortiriez de l'euro aujourd'hui, vous seriez en poste aujourd'hui, Marine Le Pen à la place de François Hollande, vous sortiriez de l'euro ? Je réunirais mes partenaires européens. Je ferais avec eux le bilan de l'euro. J'essaierai de faire l'analyse, comme je l'ai fait en toutes circonstances, de ce qui va arriver. Parce qu'il arrive aujourd'hui exactement ce que j'ai prévu qu'il arriverait. Les pays tombent les uns après les autres, et les soi-disant cautions que nous étions censés donner pour sauver un coup la Grèce, un coup l'Espagne, etc., mais qui jamais n'obligeraient à faire des chèques, bah aujourd'hui on va faire les chèques. Voilà. Ça veut dire qu'on va faire 37 milliards de chèques pour la Grèce. Ça veut dire qu'on vient de faire 31 milliards de chèques pour le FMI. Et tout ça au même moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture et qu'on jette des familles, et notamment des familles modestes, dans des difficultés qui sont insurmontables. Donc je réunirai les partenaires européens et je ferai en sorte d'organiser la fin de l'euro, avec eux. Que tous ensemble, on organise, on prévoit la fin de l'euro. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, la fin de l'euro va de toute façon intervenir dans le chaos, dans l'effondrement économique et social de nos différents pays. Merci. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons avec vous, Marine Le Pen, dans un court instant. Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour le Face aux chrétiens avec Marine Le Pen, qui est interrogée par Laurent de Boissieu de La Croix, par Louis Dauphren de RCF
de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Et c'est elle qui vous pose, Marine Le Pen, la première question. On reste un peu dans on partira ensuite dans l'international, mais on reste un peu en France. On a un peu l'impression qu'à la tête de l'État en ce moment, l'exécutif, c'est un peu la cacophonie, notamment du côté de Matignon. Quel bilan vous tirez des premiers mois, on est presque à 6 mois, de la présidence de François Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault? Écoutez, sur le plan de politique, c'est une véritable catastrophe. Sur le plan économique, je pense que la catastrophe va encore être pire demain qu'elle ne l'a été depuis 6 mois. Sur le plan de la forme, c'est la danse de Saint-Guy. Hein. C'est-à-dire que c'est une espèce d'agitation, il n'y a aucune ligne, il n'y a aucune perspective. On a le sentiment qu'il s'agit d'occuper les places pour occuper les places. Voilà, il faut exister pour exister. Donc chacun fait des sorties à droite, à gauche. Mais pour une raison d'ailleurs de fond, pour le coup. La forme est soumise au fond. C'est que François Hollande n'a pas de feuille de route. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il ne peut en fait rien faire. Il est un mauvais pilote pour une raison simple, c'est qu'il est assis à la place du passager. Et qu'il n'a ni le volant, ni l'embrayage, ni la pédale de frein, ni la pédale d'accélérateur, ni le levier de vitesse. Donc il est assis à côté de l'Union européenne, de la Troïka, la BCE, le FMI et la Commission, qui lui dictent en toutes circonstances ce qu'il doit faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour faire mine de faire quelque chose, eh bien, on lance les fameux débats dont je parlais tout à l'heure. Mais donnez un exemple, par exemple, où vous dites le président ne dirige pas et c'est la Troïka qui tient les manettes. Mais très clairement, des exemples. Mais la politique d'austérité. L'intégralité de la politique d'austérité qui est mise en œuvre aujourd'hui, c'est évidemment sur les instructions directes de la Troïka, direct. Bon, aujourd'hui, mais d'ailleurs l'UMP s'était mis dans la même situation, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui le vrai débat, c'est est-ce qu'on va mettre en place la TVA antisociale, qui était la proposition de l'UMP, ou est-ce qu'on va mettre en place la CSG antisociale, qui est la proposition du Parti socialiste? Voilà, on ne dirige plus notre économie de la même manière que la Grèce ne dirige plus son économie, que l'Espagne ne dirige plus son économie. Nous sommes aujourd'hui sous tutelle. Bon, c'était bien la peine d'ailleurs de vouloir être président de la République si c'est en réalité pour se comporter comme un vague gouverneur de l'Union européenne. Mais c'est ainsi. C'est pour ça que je dis que notre position, nous, au Front National, est radicalement différente, puisque nous voulons le pouvoir pour l'exercer. Laurent de Boissieu-Delacroix. Justement, je reviens sur la forme. On voit qu'après 10 ans d'opposition, le PS et la majorité de gauche a du mal à prendre ses marques. Est-ce que le Front National, aujourd'hui, serait prêt, en termes d'hommes et de femmes, d'exercer le pouvoir, de compétences? Oui, tout à fait, oui. Oui, d'ailleurs, je pense que l'intégralité de ce qu'on voit démontre une incompétence majeure. Bon, tous ces gens se sont quand même partagés le pouvoir, se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'aimerais que l'on me cite un domaine dans lequel la situation s'est améliorée. En tout cas, pas l'école, pas l'emploi, pas le système de protection sociale, pas la situation des familles, pas la sécurité dans notre pays, etc., etc. Bon, ça veut donc dire qu'ils sont incompétents. Et que moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de gens qui sont quand même les champions du monde du chômage, les champions du monde de l'insécurité, les champions du monde de la dette, les champions du monde du déficit, etc., etc. Moi, je crois que si nous arrivions au pouvoir, beaucoup de Français seraient étonnés de nos capacités, de notre professionnalisme et de l'analyse que nous faisons des problèmes qui sont ceux de notre pays et des solutions à mettre en œuvre pour les régler. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Mais comment voulez-vous y arriver quand même au pouvoir? Parce qu'on constate qu'en Europe, la plupart des partis qui ressemblent au Front National n'arrivent pas au pouvoir, ou alors si éventuellement ils y arrivent, ou ce qu'ils ont pu faire par le passé, ils l'ont fait évidemment à la faveur d'alliances. Alors, quelles sont les concessions que vous seriez
en mesure d'accepter pour arriver au pouvoir? Je sais bien que ce sont les 90 ans de la marche sur Rome, mais je ne pense pas que vous vouliez rééditer cet événement. Non mais monsieur, d'abord, on arrive au pouvoir avec le peuple. En tout cas, quand on est un démocrate. Bon, ce qui est mon cas. Bon. Par conséquent, le jour où le peuple voudra que nous appliquions nos idées, croyez-moi, il le fera savoir dans le cadre d'élections. C'est ce pourquoi je me bats. Ce que je veux, c'est être un pôle de rassemblement à vocation majoritaire. Ça veut dire que je ne veux pas participer à un gouvernement qui va faire exactement l'inverse de ce que je préconise. Voyez-vous, tout simplement pour pouvoir avoir ma petite carte de visite avec marqué ministre dessus. Je sais que beaucoup vendraient leur mère pour avoir ça, mais ça n'est objectivement pas mon cas. En revanche, lorsque nous arriverons au pouvoir, et nous accepterons, parce que je crois que le pays sera dans une situation très grave, parce qu'il va l'être très rapidement, de faire un gouvernement d'union nationale. Et moi, je ne serai pas sectaire. Ceux qui partageront les grandes options qui sont les nôtres et qui tiennent en réalité au rôle de la nation, parce que c'est ça la vraie fracture qui existe aujourd'hui dans la vie politique française. C'est pas entre la droite et la gauche, c'est ceux qui considèrent que la nation doit rester la structure d'organisation politique, économique, et ceux qui considèrent que la nation c'est du passé et qu'il faut effondrer les frontières, qu'il faut mettre en œuvre le grand mondialisme, et donc le mondialisme étant, parce que par définition s'il n'y a plus de nation, il y a une autre force qui fait tourner le monde, cette force-là c'est la loi du commerce. Eh bien moi je ne partage pas cette analyse-là, et je vous dis que ceux qui croient en la nation, il y en a à droite et il y en a à gauche, et lorsqu'on sera sorti des ornières que la pensée unique nous a posées depuis des années, eh bien je suis tout à fait convaincu que nous arriverons à faire ce grand rassemblement. Mais le cordon sanitaire demeure entre vous et le reste de la classe politique. Oui, la classe politique, que j'appelle la caste d'ailleurs, parce qu'elle finit par ne défendre que ses intérêts propres. C'est vrai que la caste politique tente de maintenir un cordon sanitaire avec le Front National. Mais d'ailleurs, ils vous le disent avec une sorte de franchise rafraîchissante parfois. On ne veut pas parler avec le Front National, nous disent les responsables de l'UMP, parce que sinon, le Front National va nous manger. Pourquoi ? Parce que nous sommes meilleurs. Oui. Parce que nous sommes plus compétents. Oui. Parce que nous sommes plus convaincus. Oui. Probablement. Et c'est cela dont ils ont peur. Et donc, ce cordon sanitaire a vocation à se protéger dans leur esprit uniquement. Et ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec l'intérêt général. Une question de Véronique de la Maisonneuve, de RCF. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est actuellement en France. Si vous étiez aux affaires, est-ce que vous l'auriez reçu ? Et est-ce que vous auriez été aussi à Toulouse pour rendre hommage aux victimes juives de l'affaire Mera ? Bon, pourquoi ne pas le recevoir ? Moi, je considère qu'un État, quand on est le chef d'État, les nations ont des relations avec les autres nations, bien entendu. Il n'y a absolument aucune raison pour que la France n'ait pas de relation avec Israël. Ça n'aurait pas de sens. Bon. Je suis allé, vous savez, à la commémoration, enfin à la manifestation pour les militaires qui ont été tués. J'ai été évidemment, comme je crois tout le monde, horrifié par ce qui s'est passé devant cette école. La responsabilité d'un politique, et la responsabilité des politiques actuels, c'est de s'interroger pour savoir si ça aurait pu être évité. Alors moi je tiens, d'après les informations qui sont aujourd'hui révélées, que ça aurait pu, probablement, être évité, qu'il y a donc eu une carence dans le renseignement et dans la manière dont on a mesuré la gravité, la dangerosité de Mohamed Merah. On ne peut pas passer ça par perte et profit. S'il y a eu des erreurs, comme je le crois, s'il y a eu des carences, comme je le crois, il faut qu'il y ait évidemment des sanctions et des mesures qui soient prises pour que des événements de ce type ne puissent plus, évidemment, se reproduire. Laurent de Boissieu de la Croix. Autre sujet international qui s'enlise depuis plusieurs mois, c'est la Syrie. Est-ce que la position de la France, qui consiste à ne pas intervenir directement tout en aidant, en envoyant des personnels médicales, est-ce que c'est une position qui vous satisfait ? Est-ce que vous auriez souhaité une intervention plus grande ? Au contraire, pas du tout d'intervention ? Je pense que la situation de la Syrie est très similaire à celle de la Libye. Donc il faut intervenir.
pas du tout. J'étais contre l'intervention en Libye, donc je suis contre l'intervention en Syrie. Vous savez que la position qui est la nôtre, c'est le refus de l'ingérence. Moi, je suis pour la diplomatie régionale. Je pense que l'Union européenne n'a pas à venir régler les problèmes de la Libye et de la Syrie, d'autant que sur le plan matériel, elle n'en a pas les moyens. C'est ça la réalité. Que par conséquent, il faut laisser les pays régionaux qui sont autour de la Syrie et de la Libye tenter évidemment par la médiation, par la diplomatie, de régler ces difficultés. La Méditerranée est un espace d'autant que, permettez-moi, qui nous lie à ces pays. Oui, enfin le monde est lié. Alors dans ces conditions-là, si vous voulez. Historiquement, la Méditerranée est un lieu de. Non, mais pas partout. Je veux dire, par toutes les mers, somme toute, on est lié au reste du monde. Ça, je n'en disconviens pas, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour intervenir. D'autant que la situation est beaucoup moins simple que celle que l'on veut nous présenter. Hein. La classe politique et médiatique a un côté binaire. Vous savez, ils ont besoin d'avoir les Schtroumpfs d'un côté et Gargamel de l'autre. Bon. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que les rebelles libyens comme les rebelles syriens sont complètement infestés de djihadistes, de fondamentalistes islamiques qui sont eux-mêmes et financés et armés par des pays comme le Qatar et comme l'Arabie saoudite, et que nous nous associons donc aux djihadistes que nous faisons mine d'ailleurs de combattre sur notre territoire, mais nous allons les aider lorsqu'ils sont en Syrie et en Libye. Alors que je crois que l'exemple de la Libye, que faire ? Écoutez, l'exemple de la Libye aurait dû, je crois, nous pousser tout de même à en tirer les leçons. La leçon, c'est que cette guerre qui était censée amener les droits de l'homme et la démocratie a apporté la charia, qui, excusez-moi, hein, mais est très très éloignée tout de même de la conception que je me fais et de la démocratie et des droits de l'homme. Il en sera exactement de même en Syrie. Voilà. Donc je pense qu'il faut d'abord parler avec la Chine et la Russie, car enfin, un Français qui essaierait de savoir les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie s'opposent à l'intervention en Syrie serait incapable de trouver dans la presse française un article pour expliquer les raisons pour lesquelles la Chine et la Russie sont opposées à cette intervention. Non, pas un, je pense, pas un. Bon, donc ça s'appelle la diplomatie. Tout ne peut pas se régler par des obus, des bombes et des chars. Et encore une fois, si on regarde vraiment dans le rétroviseur, on s'apercevra que c'est vrai en Irak, que c'est vrai en Afghanistan, et qu'à chaque fois qu'il y a eu une intervention militaire, les conséquences de cette intervention militaire ont été pires que les causes qui avaient justifié cette intervention militaire. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Un dernier mot sur l'international. Pour la France et l'Europe, quel serait le meilleur président, Obama ou Romney ? Ni l'un ni l'autre. Pour une raison simple, c'est que pour les sujets qui touchent à la France, c'est-à-dire pour les politiques qui peuvent avoir une conséquence sur notre pays, ils ont exactement la même position. C'est le cas tous les deux pour leur refus de réguler la finance internationale qui est en train de détruire l'économie réelle du monde, et c'est le cas pour la politique internationale, puisque peu ou prou, ils ont exactement la même position. Mais permettez-moi, si nous parlons d'international tout de même, je serais très condamnable si je n'évoquais pas sur votre plateau en particulier l'inquiétude majeure que j'ai à l'égard de la situation des chrétiens d'Orient. Parce qu'on en parle peu ou on n'en parle pas. Et pourtant, la déstabilisation auquel nous avons participé et dans laquelle nous avons une responsabilité, que ce soit en Irak ou que ce soit en Libye et aujourd'hui en Syrie, peut-être demain au Liban, peut-être demain en Jordanie, a une conséquence majeure sur la multiplication des persécutions, puisqu'on peut dire ça quand même, des persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient, à qui je transmets ma solidarité. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est la fin de ce Face aux chrétiens. Vous pouvez retrouver l'émission sur les sites de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Et la semaine prochaine, nous serons à Lourdes, dans les studios de KTO. Vous savez que la première semaine de novembre, c'est toujours l'assemblée plénière de l'épiscopat français, des évêques de France. Et nous aurons comme invité le président de la conférence épiscopale, le cardinal, bien sûr, André 23. À la semaine prochaine.